premièrement, il faut savoir que 90% des features qu'on développe en fait ne servent à rien et ne servent jamais à nos utilisateurs. Moi, j'ai un exemple très concret dans une boîte où j'étais il y a assez longtemps. Euh, on avait un nouveau produit, un produit qui était très très cool, en vrai, et d'ailleurs qui continue à fonctionner plutôt pas mal. Et l'une des fonctionnalités les plus difficiles à développer sur ce produit, c'était un chat. Et le chat permettait à des agents de discuter entre eux. En réalité, nous, en tant que dev, on sentait bien que ce chat n'était pas vraiment le cœur du métier de l'application. Mais on nous a quand même demandé de le faire. Et il se trouve que, en termes de temps, on va dire que le reste ça a pris 30% du temps de développement de l'application. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a montré l'outil aux clients potentiels? Les clients, enfin les clients potentiels et les premiers clients ont dit ah, c'est super votre outil, mais juste enlevez-moi le chat, s'il vous plaît. Donc en fait, l'équipe technique avait passé énormément de temps à développer cette fonctionnalité de chat. En plus, on ne l'avait pas fait super bien parce que forcément, on était en train de faire trop de choses à la fois et du coup, c'était mal développé. Et les premiers utilisateurs de l'application nous ont demandé carrément d'enlever cette fonctionnalité-là parce qu'ils ne voulaient pas ce feature. Donc, on voit qu'on développe souvent des choses qui ne sont pas nécessaires au développement. Donc, comment on fait? Alors, là, on va prendre une histoire de chez Pixar. Alors, il se trouve que faire de l'animation, ça coûte très très cher. Je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 7 à 10 000 euros la seconde. Donc, pour faire un film d'une heure et demie, ça coûte 32 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a dépensé 32 millions d'euros et qu'on se retrouve à la fin du film et on regarde le film dans sa entièreté et on se dit ah bah zut, ce film il est nul. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à demander au studio de nouveau de nous donner 32 millions d'euros? Avant de commencer n'importe quel film, ils se mettent tous dans une salle, tous ensemble, et ils font des dessins, des maquettes, et ils essaient de dérouler l'histoire pour valider que l'histoire fonctionne, pour ne pas dépenser de l'argent alors qu'en fait l'histoire ne fonctionne pas. Donc, comme on disait chez Pixar, comment ils font ça? Ils font ça avec ce qu'ils appellent des storyboarding. Et nous, dans l'informatique, on a le même concept qui s'appelle du wireframing. Donc, l'idée, c'est d'essayer de jouer l'histoire des fonctionnalités qu'on veut développer avant même de passer au développement. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va développer des trucs qui servent à rien. Et ça arrive très, très souvent. Et avec les product owners moins expérimentés, ça arrive plus souvent. Donc, les meilleurs product owners sont capables de dire, ouais, effectivement, ce truc-là, peut-être qu'on n'en a pas encore besoin. Peut-être qu'on en aura besoin dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans un an. Donc là, c'est un exemple d'un wireframe très, très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce wireframe? Eh bien, c'est juste un login. Hein. Donc, on a un username et mot de passe. Si tu cliques le login et que tu n'as rien rentré, bah, c'est la première flèche en haut que tu vois. Et bah, tu vas voir des messages d'erreur, cannot be blank, cannot be blank. Si tu mets le mauvais username et password, ça c'est la flèche qui va vers le bas. Et bah, tu vas voir username, password wrong. Et de la flèche en diagonale, si tu y arrives, et bah, ça va aller sur le début de l'application. Donc cet exemple, il est très simple. Donc peut-être que dans ce cas-là, comme on a tous une connaissance commune de ce genre de système, ce n'est pas forcément super utile dans ce cas-là, mais c'est un travail que je vous recommande tous de faire en amont du développement, parce que le plus on le fait, le meilleur on est dedans, et le plus on sera précis dans nos demandes aux développeurs, et du coup, et du coup, on arrivera plus souvent à avoir ce que l'on veut des développeurs. Donc, bien entendu, le wireframe, ce n'est pas fini. Ensuite, on va vouloir écrire des user stories. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu les termes agiles, mais une user story, c'est quoi? C'est quelque chose qui va décrire à partir de l'utilisateur une fonctionnalité. Donc, je vais traduire très rapidement. Ok, bon, voilà. Donc, quand on traduit très rapidement ce truc-là, on va utiliser
un truc qui s'appelle Gherkin. Et Gherkin, c'est un langage informatique comme un autre, mais très, très simple. L'idée, pourquoi on essaie d'écrire des user stories en utilisant Gherkin? Parce que ça nous oblige à nous assurer qu'on a tout mis dans cette user stories. Ça nous donne un peu une check de cette syntaxe nous oblige, si on prend l'habitude d'utiliser ces mots-clés-là, étant donné quand et alors, nos user stories vont s'améliorer et du coup, les devs seront plus capables de réussir à développer nos machins. Donc, les mots-clés, vous les voyez, c'est étant donné, quand et alors. Alors, je vais vous montrer un exemple. Tout le monde suit jusqu'à présent? Yes. Ouais. Yes. Ouais. Ok. Yeah. Donc voilà, là, j'ai repris le wireframe numéro 1 et je l'ai rédigé en ce qu'on appellerait une user story. Donc, chaque exemple, en fait, représente une des flèches. Je vous laisse quelques secondes pour le lire. Tout le monde comprend, même les gens qui ne sont pas devs? Parce que je suis content, là, on n'a pas que des devs aujourd'hui, donc ça, c'est cool. D'habitude, quand on va dans les conférences agiles, il y a ou bien… quand on va dans les conférences agiles, il y a que des product owners. Et quand on va dans les conférences software craftsmanship, eh ben, on n'a que des codeurs. Et du coup, quand est-ce qu'ils se parlent? Je ne sais pas. Donc, tout le monde suit un peu le truc? Oui. Ouais. OK. Donc, ensuite, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir le mettre dans notre outil de project management. Donc, voilà. Enfin, ça, c'est une photo d'une autre chez Gemini. Je ne vais pas trop en parler de ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est un truc qu'on oublie souvent ou qui est souvent oublié. Ce n'est pas parce qu'on a fait ce dessin-là, qu'on a fait ces user stories-là, qu'on peut juste donner ça à l'équipe technique et puis on a fini. Les user stories sont des placeholders pour des conversations. C'est-à-dire que nous, on essaie de développer un shared understanding. Donc, on est obligé d'avoir un meeting. La raison pour laquelle on a fait ce travail de wireframing et ce travail d'écrire ces histoires-là, c'est pour que quand on fait cette réunion, elle soit extrêmement efficace. Pour qu'au lieu qu'elle prenne 4 heures, le product owner, il arrive et il a déjà une bonne idée de ce sur quoi il veut parler. Et du coup, il peut transmettre les idées sur la fonctionnalité sur laquelle il veut travailler extrêmement rapidement. Et alors, pourquoi on a besoin de faire cette conversation-là? Un, parce qu'on veut développer du shared understanding. Il faut que les devs ont vraiment compris l'essence de ce qu'on était en train d'essayer de dire. Et deux, pour aider les product owners à se confronter à la réalité du terrain. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un des meilleurs product owners que je suis. Donc, il s'est confronté, il nous a amené tous ces trucs-là. Et il est arrivé, il nous montrait un peu, il nous présentait la UI qu'il avait développée. Et un des devs a dit mais il est où le bouton ajouter? Et du coup, c'est en se confrontant à la réalité du terrain que même les product owners peuvent s'améliorer dans leur manière de faire. Il manquait un bouton basique qu'il avait juste oublié. Et effectivement, ah bah oui, il manque le bouton ajouter. Donc ça, c'est un exemple et ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller… quand on a tous ces outils dans les réunions, elles peuvent être extrêmement efficaces. Et on peut se rendre compte au niveau de ces réunions de plein de problèmes avant même d'avoir commencé à développer. Et c'est ce qu'on a envie de faire. Comme l'équipe technique, c'est le bottleneck de votre organisation, le plus on peut éviter de coder des trucs qui servent à rien, le mieux on se porte. Et il se trouve que de toute façon, on codera toujours des trucs qui servent à rien. Ça arrivera toujours. Enfin, nous, on est en train de développer un produit et j'ai passé 25 ou 30 heures à développer une fonctionnalité et après l'avoir développée, je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne servait à rien. Donc, même en étant relativement bon, on aura toujours des endroits où, effectivement, on code des trucs qui ne sont pas utiles. Bon, après, tant que ça nous sert pour nous améliorer, ce n'est pas un problème.